Bienvenue sur les réseaux de la chaîne Les Lectures de Thomas. Je vais vous présenter dans quelques minutes, quelques secondes, les lectures que j'ai faites concernant les romans en mai 2026. Vous allez voir, il y a des romans historiques, il y a des super romans d'histoire de femmes aussi. Je mets juste ça, je vous laisse découvrir après. N'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et puis à surtout découvrir des nouveaux romans pour juin 2026. Dans quelques jours, je vous donnerai ma pile à lire sur les romans, donc pour juin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Autre roman donc de Joël Dicker qui est la très catastrophique visite du zoo. Alors ça nous parle d'une classe qui est spéciale avec des gamins spéciaux, et on a donc Artie donc qui est hypocondriaque. Nous avons Thomas qui est super fort car son père fait du karaté, donc le gamin il faut pas trop le chercher. Nous avons Otto qui est j'allais dire parent divorcé mais d'un niveau plus, et nous avons Giovanni qui habite dans une grande maison et ses parents sont hyper riches et amenés domestiques. Et nous avons Joséphine, celle qui écrit, c'est elle qui raconte Joséphine. Et Joséphine, elle nous raconte qu'un jour, dans cette école spéciale rattachée à côté d'une grande école, mais un petit peu plus loin, il y a une inondation. Alors elle raconte ça à ses parents, parce que ses parents, suite à la grosse catastrophe du zoo, lui demandent de s'expliquer. Et la gamine, elle va nous raconter tout. Alors c'est drôle, j'ai ri à chaque page. C'est vraiment un langage enfantin. On voit que ces gamins sont séparés des autres, mais parce qu'ils ont une capacité, je pense, intellectuelle un petit peu plus élevée. Ils ont peut-être des pathologies, des dysorthographies ou des calculs, etc. Mais ils ont une grande intelligence et ils vont faire craquer les adultes un par un. Et cette petite Joséphine raconte comme ça l'enquête qu'elle va mener. Alors ils vont mener des petites enquêtes comme ça pour savoir qui est le coupable de cette inondation de la classe. Et puis au fur et à mesure, ils vont chercher comme ça. Ils croisent la grand-mère de Giovanni qui regarde des séries policières et qui est top dans la série policière et donc dans la recherche, dans l'enquête. Ils croisent un policier, voilà. Tout ça, c'est marrant. Et puis la grande catastrophe, la grosse catastrophe, ces petites catastrophes qui entraînent la grosse catastrophe au zoo. Vous allez voir, il y a de l'humour, il y a du... Moi, franchement, je me suis bien marré. C'est vraiment très, très bien. C'est un roman sur 253 pages et c'est édité, bien sûr, chez Rosie Wolf. Donc, c'est la maison d'édition de Joël Dicker. Et c'est la très catastrophique visite du zoo. Je vous le conseille, vous allez vous marrer, vous allez regarder. Conseil de le lire, c'est super sympa. Donc, je répète, la très catastrophique visite du zoo. Autre roman, Souiller, épier, renaître, de notre écrivain franco-américain Aloysius White. Donc c'est un livre en service presse que l'auteur m'a lui-même adressé par e-book. 25 ans de médicaments modernes viennent des forêts tropicales. Pour moins d'1% des plantes amazoniennes ont été étudiées. Donc l'auteur nous embarque dans une plongée vertigineuse au cœur de deux obsessions, l'exploitation sans limite de l'Amazonie et l'ambition humaine. Cette soif de pouvoir et de gloire qui consume les âmes, préparez-vous à transpirer sur la canopée, ça c'est l'auteur qui l'écrit, et à frissonner devant l'âme humaine. Avec cet auteur, on ne lit plus un roman, on le vit. Sa plume est immersive et on sent l'humidité de la jungle collée à la peau, qu'on retient son souffle pour ne pas déranger un jaguar ou un serpent. On se fait discret, curieux, presque intrus. La faune et la flore deviennent des personnages à part entière, mystérieux, menaçants, fascinants. Et puis, il y a l'ambition. L'auteur dissèque ces personnages avec une précision chirurgicale et on les voit évoluer, se transformer, se corrompre ou se racheter. Certains deviennent des monstres, d'autres des héros malgré eux.
L'histoire est découpée en 5 chapitres, en 5 parties, chacune adoptant un point de vue différent. Ce style littéraire donne un rythme haletant, éveillait sans cesse la curiosité. On passe du laboratoire aseptisé de New York à la boue de l'Amazonie, des calculs froids de Vos, aux doutes tournés, tourmentés, torturés de Lena. Chaque chapitre est une pièce du puzzle, chaque voix est une couleur de plus sur la toile. Attendez-vous à une atmosphère oppressante, tendue, dérangeante. L'auteur ne lâche jamais la pression. Le récit est sombre, presque étouffant, mais toujours addictif. Les rebondissements sont placés avec une précision diabolique. Les retournements de situation s'enchaînent et l'on se surprend à tenir le livre ou la tablette d'une main moite, incapable de la poser. Et puis, il y a ces dernières lignes, ces mots qui vous glacent le sang, qui vous laissent avec une sueur froide et une question. Et si, finalement, la jungle avait déjà gagné? Alors, prêt à plonger dans l'enfer vert d'Aloysius Wild, attention, après cela, vous ne regarderez plus jamais une feuille ou un comprimé de la même manière. Présenter un roman qui m'a percuté, qui s'appelle L'homme qui lisait des livres, alors de Rachid Benzine. Donc Rachid Benzine, donc déjà pour vous dire ça, c'est une vraie, c'est le tir d'une photo d'un libraire qui habite Rabat, donc au Maroc. Donc là, on va aller directement en Palestine, à Gaza, et donc c'est Julien, un jeune journaliste, et sa rédaction lui demande d'aller faire des reportages de gens de la vie classique, de gens communs, j'allais dire, et donc le voilà qui s'embarque à Gaza. Et là, il découvre Nabil qui est libraire, bouquiniste au coin de la rue. Et il se prend d'amitié avec ce libraire, et donc le libraire va raconter sa vie. Donc il avait des parents, donc il n'est pas du tout né à Gaza, mais il est né en Palestine, et il avait des parents qui étaient à la fois, sa mère était catholique, son père était musulman, et donc il a grandi entre les deux religions, ce qui a fait connaître des choses, et qui l'a évolué. C'est quelqu'un d'intellectuel, Nabil. Et donc Nabil raconte son histoire, l'évacuation de ces terres privées par Israël, et donc il a été mis dans un premier camp, et puis dans un deuxième camp avec ses enfants. Et puis il y a eu la mort de son fils, la mort de ses parents, et la vie pas très rose tous les jours, privation, etc. Et Nabil donc raconte ça avec une force poétique. Et à chaque fois qu'il raconte un événement, il présente à Julien un livre qui correspond totalement à ce que lui a vécu. Nabil, c'est un témoignage. Bon, c'est pas un témoignage, bien sûr, c'est un roman, mais on peut très bien le mettre pour chaque personne. Nabil, c'est un destin, c'est un lieu particulier qui est la Palestine et puis Gaza. Voilà, c'est tout en souplesse, je vais dire, c'est poétique, c'est doux, malgré la difficulté, malgré bien sûr les deuils, les joies. C'est très très beau, franchement, vous avez une écriture limpide. Voilà, je répète, hein, limpide, poétique, qui s'inscrit dans cette histoire. J'en étais tout retourné. Alors, si vous voulez le lire, lisez-le, parce que même si c'est un roman, ça reste un témoignage de gens qui sont nés dans un lieu bien précis, et ce lieu peut être peut-être dangereux. Et voilà, tout est bien. Donc c'est l'entraide, l'amitié, la famille, le Moyen-Orient, etc. Donc c'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, et c'est Julliard. Autre roman, donc les promesses orphelines de Gilles Marchand. J'avais lu déjà un livre qui s'appelle Soldat désaccordé. Là, vous avez une histoire de Gino. Gino, c'est un petit Français, bien sûr, mais d'origine italienne, c'est par son père. Et là, vous avez sa famille, donc vous avez les parents, et vous avez son frère. Et là, ça va nous raconter 50 ans d'histoire à travers cette famille, mais à travers aussi les événements de la France.
Prenez la guerre d'Algérie, l'accession de Gaulle, voilà, les années 70, 80, et là tout est bien résumé là-dedans. Et donc ça nous parle de Gino. Et il y a un drame dans sa famille, je ne dirai pas lequel. Et donc ils sont obligés d'aller vivre, eux qui habitaient Paris, ils sont obligés d'aller vivre dans leur maison de campagne, j'allais dire indéfiniment. Et là on les voit grandir, ces deux garçons, on les voit dans l'épreuve, dans le grandir, et on voit aussi que Gino en fait a un amour pour une fille, mais ça sera jamais concrétisé ou très voilà, c'est quelque chose qui va rester. Et il en raconte tout le temps. Il raconte sa passion de son métier, la passion des moyens de transport et des constructions architecturales de monuments, de bâtiments. Et franchement, c'est bien. Ça à la fois, on pourrait se retrouver vous et moi dans cette histoire en fait. Hein. C'est une histoire familiale à travers une France qui se reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale et cet amour loupé qui va durer pratiquement toute la vie. Et puis un peu un sentiment, même si on est bien dans son métier, d'avoir peut-être d'avoir des rêves qui n'ont pas pu se concrétiser. C'est la vie de chacun, je vous dis, on se reconnaît dans tout ça. Et puis c'est tellement bien écrit, quoi. Ouais, moi j'ai quitté Gino à regret. Voilà, alors c'est lui qui parle. Alors on pense que c'est lui qui parle. Peut-être que c'est peut-être pas lui. Bon, je vous laisserai découvrir. À voir. Mais vous avez une fin incroyable. Franchement, ça m'a pris, ça m'a pas lâché. C'était très émouvant. La fin était très très émouvante. Et c'est tellement bien écrit. Vous rentrez, vous êtes à côté des personnages. Voilà, vous vous identifiez à lui, à eux, parce que je vous dis, c'est votre propre vie aussi. Ces rêves d'enfant que vous n'avez pas pu réaliser, que vous réaliserez jamais, mais vous avancez comme dans la vie. Vous avez des hauts, vous avez des bas, vous avez des tristesses, vous avez des rires, vous avez le sentiment de vivre. Alors pas de vivre à côté, mais vivre pleinement, mais peut-être que vous auriez peut-être pu faire autre chose ou dans d'autres secteurs, et ça on se fait tous poser. C'est formidable, c'est Les Promesses orphelines de Gilles Marchand et c'est topissime et c'est aux éditions aux Forges de Vulcain. Donc, Le Souvenir de l'Amandier de Marine Alata, qui est le premier roman lu de ce mois de mai 2026, c'est édition Charleston. Ça raconte un peu comme La Maison vide de Mauvigné, ça raconte l'histoire des femmes, d'une lignée de femmes de la même famille, de l'arrière-grand-mère jusqu'à la petite fille. Et ces histoires de femmes sont contrastées suivant les époques. Alors on découvre, elles ont le même style de vie, c'est un peu transgénérationnel, mais elles sont dans d'autres époques. Et donc on parle de Sicile, on parle de New York, ce New York des années 1920, difficile à s'insérer, etc. On parle de la mafia en Sicile, pourquoi les gens quittaient la Sicile, et ces femmes fortes dont leurs maris les ont quittées, ont laissé les gamins. Voilà, c'est un livre, un roman impressionnant dans les détails, dans les faits, un premier roman, une écriture magnifique. Franchement, si vous aimez les sagas familiales et les sagas féminines, tout est dedans. Très très beau roman. Franchement, il y a vraiment rien à dire. Et voilà, on fait la connaissance, comme je vous ai dit, de ces femmes impressionnantes dans leur histoire, impressionnantes dans leur détermination et impressionnantes aussi face à l'adversité de la vie. Elles sont là, elles ont l'amour, elles sont là pour leurs enfants. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Belle lecture, je vous le conseille. C'est bien sûr Le Souvenir de l'Amandier, c'est Charleston et c'est Marine Alata. Partie roman, donc La Rosa Perdida de Christopher Laquies. Et ça nous raconte une dictature dans un village. Alors, on suppose que c'est un village dans un pays de l'Amérique du Sud, donc un village veut dire pays. Hein. Et donc, on fait la connaissance de Sofia Ordonez,
qui est un peu la personne essentielle au village et qui résout pas mal de problèmes de ses habitants. Et bien sûr, ce village est parasité par cette dictature. Alors on commence à supprimer des choses tout doucement de la vie quotidienne des gens, ce qui les rend alors soit on est résilié ou soit on va au combat. Donc les trois quarts sont comme résignés. Il y a des pendaisons, il y a des jugements arbitraires. Bon, voilà, tout le tintouin dans une dictature, j'allais dire sanglante. Et on a à cette tête de cette dictature, on a Vega qui régit un peu la terreur dans ce village. Et puis donc Sofia, elle a une idée, elle va créer la Rosa Perdida. La Rosa Perdida, la rose perdue, est en fait une maison close. Et cette maison close est fréquentée par des tas d'hommes et notamment les soldats. Et elle va arriver comme ça tout doucement à avoir des renseignements. Bien sûr, les soldats après l'amour s'épanchent sur l'oreiller aux prostituées, et ces prostituées bien sûr en parlent à Sofia, et Sofia répercute l'information auprès de la résistance de ce village. C'est très bien écrit, c'est un premier roman. C'est fluide, on voit les caractères des personnages, c'est vraiment top quoi. Franchement, c'est une belle lecture. Si vous voulez vous plonger dans les causes d'une dictature, dans les résistances dans une dictature et dans l'histoire même des hommes et des femmes qui sont touchés par cette dictature, c'est vraiment très très bien. Honnêtement, Christopher, alors allez-y, hein, il a un compte, il a plein de comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Allez voir, c'est un critique littéraire et il nous propose aussi des romans, des lectures qui lui l'a percuté. Donc c'est un trentenaire et franchement très très bien, très beau roman. Moi je voulais absolument le lire, hein, donc il est paru en janvier 2026. C'est La Rosa Perdida de Christopher Laquies et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Autre roman, donc Une nuit sans aube de Benoît Dallouin. Donc j'avais lu déjà le premier roman, c'était Un cri dans l'océan. Vous savez, sur l'esclavagisme en haute mer, très très bien, allez-y, hein, si vous l'avez pas lu, allez voir ma critique, c'est super sympa. Et là, donc, je vais vous raconter, en fait, une histoire d'un couple d'hommes qui, donc, s'appelle Marc et Alexis. Donc, Marc vient de la Corse. Il a été renié par son père et à 16 ans, quand il a avoué son homosexualité, il a été, j'allais dire, viré complètement de la maison. Donc, il est parti sur le continent. Après, il est parti aux États-Unis parce qu'il a fait des études assez importantes. Et puis, à côté, nous avons Alexis. Alexis, qui vient d'un petit village à côté de Nantes, il a fait ses études classiques. Bon, bien sûr, il est aussi gay, donc il a caché à ses parents. Et lors d'un séjour dans le sud de la France, sur une île au large de Nice, ils découvrent, en fait, ils se rencontrent tous les deux, Marc et Alexis, et ils deviennent irrésistiblement amoureux. Et donc, Marc est déjà aux États-Unis à New York, et Alexis vient s'installer à New York. Et un soir, il y a un accident. Alexis se fait renverser par un chauffard qu'il connaît. Et Alexis est dans le coma, et là se déroule toute une histoire. Ce qu'il y a bien avec Benoît, c'est que Benoît, en fait, va casser le rythme dans le passé en étant dans le présent. Et ça, c'est super bien parce que ça donne un dynamisme au roman. C'est vraiment très très beau. Honnêtement, c'est une histoire d'amour comme on aurait pu rencontrer chez un homme ou une femme, chez une femme et une femme, et là c'est un homme et un homme. Peu importe la sexualité, ce qu'il y a, c'est que l'amour est universel, et là-dedans on a vraiment des grands amoureux, et ça c'est top, ça fait du bien, c'est bien écrit, et c'est bien sûr Benoît nous donne comme ça une inspiration de bonheur et de doute. Mais c'est vraiment très très bien, c'est un mini thriller, mais c'est surtout une très très grande histoire d'amour. Donc c'est Une nuit sans aube de Benoît Dallouin, et c'est bien sûr aux éditions XO. C'est son premier roman, j'avais oublié de le dire, super, un premier roman excellent, franchement. Et là on découvre, je vous dis, allez-y, hein, Le cri de l'océan, Un cri dans l'océan, c'est super sympa, c'est bien écrit, ça raconte aussi une histoire d'amour, mais à travers l'esclavagisme de la pêche.
Allez-y, profitez-en pour le lire, il est super sympa, vous le trouvez certainement maintenant en poche. C'est Une nuit sans aube de Benoît Dalloin et je vous ai dit aux éditions XO.